Europe 1 Soir Week-end. 19h-21h, Stéphanie Demureux. Merci de nous rejoindre en direct sur Europe 1 pour m'accompagner ce vendredi. Nos deux débatteurs de la première heure, Jules Torres, journaliste politique au JDD. Bonsoir Jules. Bonsoir Stéphanie Demureux. Gilles Boutin, journaliste au Figaro Économie. Bonjour Gilles Boutin. Bonsoir Stéphanie Demureux. Alors qui pour succéder à François Bayrou au lendemain de la chute quasi inévitable de son gouvernement lundi prochain? Évidemment, même si François Bayrou fait mine d'y croire encore, l'issue semble fatale pour le Premier ministre. Évidemment, tout le monde se demande qui va le remplacer. On va en parler avec David Amiel, député Ensemble pour la République de Paris, qui est mon invité. Bonsoir David Amiel. Est-ce que vous êtes déjà parti en campagne comme de nombreux députés ? Non, mais nous sommes d'une certaine manière en campagne perpétuelle, puisque nous sommes en permanence évidemment au contact des habitants pour expliquer ce qui se passe à l'Assemblée nationale, et c'est de plus en plus compliqué ces jours-ci. Et puis évidemment pour pouvoir aussi entendre ce qu'ils nous disent, et ça je crois que tous les députés le font. Alors vous avez été assez précurseur parce que je regardais un petit peu vos interventions au lendemain de la présentation du budget le 15 juillet. Vous avez été l'un des premiers à appeler le gouvernement à se tourner vers la gauche pour éviter la censure cet automne. Vous avez été assez visionnaire, manifestement c'est trop tard, puisqu'il aurait fallu, selon vous en tout cas, se tourner vers la gauche avant ce vote de confiance. Clairement, François Bayrou, ce qui est mal pris, il aurait dû justement se rapprocher des socialistes avant justement d'indiquer ce vote. J'ai été frappé aussi par le fait qu'à peine François Bayrou ayant annoncé ce vote il y a désormais une dizaine de jours, il a fallu simplement quelques minutes pour avoir l'annonce des censures immédiates, sans même que les socialistes ou que le Rassemblement national ne cherchent à savoir ce qui pouvait être modifié ou changé dans ce budget. Mais il aurait fallu justement négocier peut-être avant. Mais je crois surtout qu'il faut que tout le monde sorte de ces postures. Nous sommes aujourd'hui dans une assemblée où le Rassemblement national, comme la France insoumise, ont décidé de bloquer le système pour aller aux élections le plus rapidement possible. La France insoumise veut une élection présidentielle anticipée. Le Rassemblement national veut une élection législative anticipée, puisque Marine Le Pen ne pourrait pas se présenter à l'élection présidentielle. À partir de là, il n'y a qu'une possibilité, c'est d'avoir un accord de non-censure entre la droite républicaine, le centre et le Parti socialiste. C'est ce qu'on avait réussi à faire en janvier dernier. C'est de cette manière-là qu'on avait pu faire adopter le budget pour l'année 2025. C'est à ça donc qu'il faut qu'on puisse s'atteler. Alors, sauf qu'entre-temps, David Amiel, le Parti socialiste a présenté son contre-budget. Clairement, il a divisé par deux l'effort prôné par François Bayrou. Ce n'est plus 44 milliards, mais 21 milliards, 26 milliards d'impôts supplémentaires sur les patrimoines. Et pour la faire courte, notamment sur les entreprises, retour à la retraite à 62 ans. Vous pensez qu'il est toujours d'actualité, cet accord avec le Parti socialiste ? Moi, ce que j'ai vu en janvier dernier, j'étais à l'époque le rapporteur de la commission mixte paritaire sur le budget, c'est-à-dire que j'étais le négociateur principal pour l'Assemblée nationale. On avait réussi à trouver un accord avec les sénateurs de la droite républicaine et avec les élus du Parti socialiste pour avoir un budget, c'était après la censure du gouvernement de Michel Barnier, qui réduisent les déficits, qui continuent à investir notamment pour la sécurité et qui n'augmentent pas les impôts des Français, mais simplement un effort demandé aux personnes qui gagnaient plus de 250 000 euros. Non, c'est pas raté, puisque c'est ce qui a permis d'avoir un budget en 2025. C'est ce qu'il faut qu'on arrive à refaire. On est évidemment dans une période où chacun joue des coudes, s'adresse d'abord à sa base militante. Et c'est ça que je regrette dans les propositions du Parti socialiste. Il vise à envoyer un signal aux électeurs du nouveau Front populaire, à donner des gages plus à gauche que moi, tu meurs. Ça ne peut évidemment pas être le chemin du compromis. Il faut encore encarté Jean-Pierre Levade qui explique que c'est un budget qui est une version à peine atténuée de LFI. C'est avec ce type de personnes que vous souhaitez aujourd'hui travailler ? Il a raison, Jean-Pierre Levade, dans ce qu'il dit. Et il est évident que le contre-budget du Parti socialiste, s'il était appliqué, serait une catastrophe économique. Et c'est la raison pour laquelle ça ne peut pas être le budget final. Mais je regarde l'Assemblée telle qu'elle est. Il n'y a pas d'autre parti politique qui est d'accord pour négocier avec les élus, les Républicains, et avec ceux du bloc central, mais ça ne peut évidemment pas être à n'importe quelle condition. Mais est-ce que pour vous, le Parti socialiste aujourd'hui est encore un parti de gouvernement, un parti responsable au vu
non pas de ce qu'ils disent à l'Assemblée nationale, parce qu'ils sont beaucoup moins dans une ligne de bordélisation qui est voulue par la France insoumise ou même les écologistes, mais par l'application de leur programme, une sorte de théâtre des horreurs, en tout cas sur le plan de l'économie, qui alourdirait les entreprises, qui ne ferait qu'augmenter les impôts. Est-ce que ça, c'est responsable aujourd'hui, vu la situation du pays ? Mais vous prêchez un convaincu. Justement, le grand drame que nous avons aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est qu'il y a très peu de partis de gouvernement. Je vois d'ailleurs aussi le programme du Rassemblement national, l'abrogation de la réforme des retraites, un déficit qui aurait explosé. Si on avait appliqué le programme du Rassemblement national lors des dernières élections législatives, le déficit serait 50% supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. Ce serait une véritable catastrophe économique. Le Parti socialiste a su être responsable une fois cette année, en janvier dernier. J'espère qu'il va revenir à cette responsabilité, parce que le drame de cette période n'est pas pour les hommes et les femmes politiques. Il est pour les Français qui payent un prix très lourd à cette instabilité. Olivier Faure n'avait pas l'air ouvert tellement à la discussion. Hein. Il n'a pas tellement envie de bouger les lignes. Hein. Mais vous savez, on est dans une période où l'instabilité est un coût considérable. C'est un coût considérable pour les chefs d'entreprise. La faute à qui, David Amiel ? La faute à qui ? Cette instabilité, elle naît comment ? Elle naît d'une Assemblée nationale éclatée et d'un parti. Et de ce vote de confiance de François Bayrou. Jules Torres, dans la plupart des pays européens qui nous entourent, on a des assemblées fracturées. Oui, c'est vrai. C'est le cas en Allemagne, c'est le cas en Italie, c'est le cas en Espagne. On est le seul pays où cela conduit à une paralysie complète de notre système politique. Donc la première faute, c'est celle de l'immaturité des partis politiques français. C'est pas notre culture. C'est pas forcément notre culture. Non, vous avez raison. Je pense qu'on s'est en fait pendant très longtemps. Je voudrais répondre juste à Jules Torres. Il a raison. C'est-à-dire que je pense qu'on s'est habitué depuis une 50aine d'années à un fait majoritaire, des majorités absolues, qui étaient très confortables pour les gouvernements en place parce qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient, et qui étaient très confortables pour l'opposition parce qu'elle n'avait pas à se salir les mains, qu'elle pouvait faire assaut de démagogie et attendre la prochaine élection. On est maintenant dans une situation où tous les partis politiques doivent se comporter en adultes. Gilles Boutin, vous souhaitiez alors plutôt que de rêver à un accord chimérique avec le Parti socialiste et un Olivier Faure qui a le costume d'un Che Guevara aujourd'hui, est-ce qu'il ne serait pas plus responsable, dans la situation telle qu'elle est, d'envisager de rester au pouvoir avec une équipe qui est toujours la même, somme toute, qui s'appuie toujours sur la même majorité relative, mais qui révise ses ambitions budgétaires, disons, de moitié? D'ailleurs, vous défendez un budget avec 20 milliards d'économies, vous oubliez toute mesure sur les retraites, vous oubliez les 2 jours fériés, et un accord tacite de non-agression s'installerait dès lors avec le RN et LFI, et on tient comme ça jusqu'en 2027. Est-ce que ça serait pas ça le moins horrible des scénarios? D'abord, j'observe que le Rassemblement national, comme la France insoumise, ne s'intéresse pas du tout au contenu de la politique économique menée. Ils le disent d'ailleurs très clairement. Leur objectif, quel que soit le gouvernement maintenant, c'est de provoquer une crise qui mène à des élections. Et c'est en ce sens que j'invoque votre esprit de responsabilité. Même pas le contenu du plan budgétaire. À partir de là, la question est moins celle de l'équipe gouvernementale que des groupes politiques à l'Assemblée, de leur capacité à former un budget. C'est ça qui va être devant nous dans les prochaines... Ni la gauche, dans sa globalité, n'ont envie de s'associer finalement à une politique telle qu'elle est menée par le bloc central, c'est-à-dire qui essaye de rester tant bien que mal pro-business, malgré les taxes qui ont été prélevées sur les entreprises, qui essaye de rester sérieuse sur l'équilibre budgétaire. Comment allez-vous faire autrement que de rester entre vous, finalement ? Il faut pouvoir réussir à refaire ce qui avait été fait au mois de janvier dernier. Est-ce que c'est facile ? Non. Est-ce que c'est possible ? Oui. Alors j'y ai passé beaucoup de nuits blanches. C'est donc de dévitaliser un budget et de lui faire perdre la moitié de ses ambitions. Qui est qu'en 2025, le déficit français va continuer à se réduire et qu'il n'y a pas eu d'augmentation d'impôts pour l'immense majorité des Français, qu'il n'y a pas eu une déstabilisation de nos entreprises. Et je crois que c'était l'essentiel, tout en pouvant continuer à investir pour la défense, pour la sécurité, pour la justice. David Amiel, malheureusement, c'est un vœu pieux. La messe est dite. Est-ce que vous y croyez sincèrement encore un petit peu ? Ça dépend de l'échéance. En tout cas, l'échéance principale, c'est celle du 31 décembre. C'est celle qui compte pour les Français. Puisque c'est à partir de ce moment-là qu'on saura si la France peut avoir un budget ou pas. Parce que je veux vraiment insister dessus. Le fait de ne pas savoir si on aura un budget au mois de janvier, ça veut dire que les militaires ne peuvent pas passer commande pour leur matériel.
Ça veut dire que les investisseurs n'osent plus investir dans notre pays. Ça veut dire qu'il y a des embauches qui sont gelées. Vous savez, les hommes et les femmes politiques. Vous avez parfaitement raison. Les hommes et les femmes politiques, ils défilent sur les plateaux de télévision, ils se mettent en scène dans ces périodes-là, mais c'est les gens ordinaires. Il y a eu d'ailleurs un appel des patrons aujourd'hui dans Challenge, effectivement, qui montre vraiment une inquiétude pour les entreprises, pour l'emploi et pour l'économie en général. Restez avec nous si vous le voulez bien, David Amiel. On marque une pause et on se retrouve tout de suite après. On poursuit ces débats ensemble. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. Et toujours avec mes débatteurs de la première heure, Jules Torres et Gilles Boutin, ainsi que mon invité politique David Amiel, député Ensemble pour la République de Paris. David Amiel, vous fûtes l'un des premiers stratèges du premier mandat d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez toujours des contacts avec le président de la République ? Oui, bien sûr, il m'arrive d'échanger avec le président de la République. Il est dans quel état d'esprit aujourd'hui ? Vous savez, je suis pas le chroniqueur des états d'esprit du président. Ce qui est certain, c'est que vous parliez du premier mandat. Il y a eu des très grandes réussites économiques liées aux réformes lancées pendant ce premier mandat, qui ont permis de réduire le chômage, qui ont permis de faire de la France le pays le plus attractif pour les investissements étrangers, qui ont mis un terme à la désindustrialisation qui frappait notre pays. Il y a eu des réformes importantes pour les finances publiques dans le deuxième mandat. Le président Emmanuel Macron a quand même été le seul président à faire une campagne de réélection en annonçant une réforme des retraites. Il y avait déjà eu des réformes des retraites auparavant, mais généralement, les candidats ne l'annonçaient pas. Une petite campagne. Candidats ne l'annonçaient pas pendant leur campagne électorale. Il a eu l'honnêteté de le faire. Malheureusement, effectivement, le bilan du président de la République à ce moment-là. Je voulais son état d'esprit aujourd'hui. Aujourd'hui, un sondage d'ailleurs de votre journal, Gilles Boutin, Odoxa, indique que 64% des Français seraient pour la démission d'Emmanuel Macron. On se souvient que le président de la République nous avait promis des référendums, la consultation du peuple, c'était lors des derniers vœux le 31 décembre. Est-ce que ce serait pas le moment, justement, de consulter les Français, quitte à engager une responsabilité, comme l'avait fait en son temps Charles de Gaulle en 1969 ? Mais la crise aujourd'hui que nous vivons est parlementaire, puisque c'est l'Assemblée nationale qui est paralysée, ce qui a mené à la censure du gouvernement de Michel Barnier, et ce qui mène aujourd'hui à de grandes difficultés pour le gouvernement de François Bayrou. Donc la solution doit être parlementaire. Vous évoquiez la question des référendums, c'est une question intéressante, mais ce n'est pas la solution au problème budgétaire, puisque ce n'est pas par référendum qu'on va faire adopter un projet de loi de finances. Oui, mais beaucoup souhaitent une clarification et un départ d'Emmanuel Macron pour sortir de cette crise politique, David Amiel. Mais ça ne changerait pas la situation parlementaire. En revanche, ça déstabiliserait très profondément. Ça déstabiliserait très profondément les institutions de la Ve République. Et d'ailleurs, j'ai entendu des présidents de la République précédents, Nicolas Sarkozy comme François Hollande. On ne peut pas dire qu'ils soient sur le même plan politique, sur le même bord, sur le même plan, mais un référendum serait fait dans le respect des institutions. C'est fondamental de nos institutions. Jules Torres. Ne croyez-vous pas qu'au-delà du débat budgétaire, un référendum pourrait au moins avoir le mérite de faire peut-être croire un petit peu plus chez certains Français en la politique. Il y a un sondage qui, je crois, a été publié il y a 3 jours qui vous disait que 90% des Français trouvaient le spectacle navrant. Donc je ne sais pas si en restant sur ce débat budgétaire, eh bien on s'honore, en tout cas à faire de la belle politique. Et c'est vrai que Emmanuel Macron l'avait promis, il l'a promis le 31 décembre. Souvenez-vous, il l'avait redit lors de sa grande émission sur TF1 il y a quelques semaines. Et de fait, c'est toujours pas là. Alors qu'on pourrait aller sur des sujets qui sont extrêmement concernants pour les Français. Je dis pas que le budget ne l'est pas, mais qui au moins leur permettrait de parler et voilà, d'avoir une sorte de retour aux urnes sans passer ni par une dissolution ni par une démission du président de la République. Ah mais là vous avez raison, c'est que le bilan depuis de longs mois, le spectacle de cette Assemblée nationale crée un fossé immense entre les Français et leur classe politique. La question des référendums est intéressante. Après, le débat est de savoir quelles questions seraient posées, quel projet de loi, ça fait 10 mois qu'il réfléchit. Quel texte. Mais dans tous les cas, ça ne résout pas la question immédiate qui est quand même celle de devoir faire adopter un budget. Oui, avec le deuxième enseignement de ce sondage Figaro, vous l'avez vu, alors qu'on se pose la question de savoir si Emmanuel Macron va nommer un socialiste en remplacement de François Bayrou, les Français, eux, plébiscitent des hommes de droite. Bardella qui arrive en première position, 36%, Bruno Retailleau deuxième, 33%, et Gérald Darmanin, 29%, troisième position. Le premier socialiste que Emmanuel Macron avait refusé aux dernières législatives arrive à 24%, en cinquième position. Qu'est-ce que ça dit, cet enseignement, selon vous ? Ça ne m'étonne pas. Le Parti socialiste
n'est d'ailleurs pas arrivé en tête des élections législatives. Non. Mais le vrai enseignement de ce sondage, au-delà de ça, et moi, dans ma circonscription, j'ai battu une candidate du nouveau Front Populaire qui portait un projet rejeté par une très grande majorité des Français sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan de la sécurité, sur le plan international, sur le plan des valeurs républicaines. Mais l'enseignement de ce sondage aussi, c'est que toutes les personnalités que vous nommez sont très loin de la barre des 50%. Vous en conviendrez avec moi. Oui. Et donc, les Français sont très divisés. Et d'ailleurs, on le voit autour de nous, je pense parmi nos proches, on le voit à l'Assemblée nationale. Et donc, si on veut pouvoir continuer à avancer dans les prochains mois, il va falloir trouver un équilibre à l'Assemblée. On a réussi à le trouver, on s'en parlait tout à l'heure, en janvier dernier. Il faut qu'on arrive à le trouver. Et pour ça, chacun doit dépasser un peu les postures de son camp. Mais justement, à ce propos, moi, il y a quelque chose qui me frappe dans cette séquence politique, c'est je pense qu'on peut tous dire ici que la France n'a jamais été autant à droite, que je crois que les sondages nous le montrent tous. Il y a un désir de sécurité, un désir de réduction des flux migratoires, un désir aussi sur les questions de pouvoir d'achat et d'économie aussi d'arrêter avec cette folie d'impôts et de prélèvements obligatoires. Et du reste, quelqu'un qui se serait réveillé, par exemple, d'un coma qui durerait depuis juillet 2024, il pourrait se dire, mais attendez, mais comment ça, moi, on va avoir un Premier ministre de gauche, un Premier ministre du PS socialiste, on pensait qu'on les avait oubliés dans les arcanes de la Ve République, dans le macronisme finissant, et au final, on va se retrouver avec Bernard Cazeneuve à Matignon. Est-ce que ça vous provoque pas quelque chose d'un petit peu délirant et sidérant? D'abord, c'est intéressant les exemples que vous donnez, parce que sur tous les sujets que vous citez, les questions régaliennes, les questions de sécurité, les questions d'immigration, il y a une attente évidente de fermeté dans l'opinion publique. Il y a des questions sur lesquelles les Français sont en désaccord profond avec le Rassemblement national, sur la politique internationale, sur la politique à l'égard de la Russie, sur la politique européenne. Et puis, il y a aussi dans la société française un souhait de justice sociale, je pense en particulier d'investissement dans les services publics, dans l'école, dans la santé. En tout cas, moi, c'est ce que j'observe autour de moi. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à bâtir. Au fond, ça compte plus que la personnalité du Premier ministre. En revanche, là où vous avez raison, c'est qu'il n'y a aucune majorité en France pour faire augmenter massivement les impôts, pour désarmer nos forces de l'ordre, pour créer la pagaille. Et c'est pour ça qu'évidemment, on s'y opposera fermement. Gilles Boutin. En cas de dissolution, quand on voit les chiffres, en tout cas les sondages en faveur du RN, et le Front républicain qui a tendance à s'effriter toujours plus, si une majorité RN se dégage, considérerez-vous toujours qu'ils sont infréquentables, ou alors vous direz-vous qu'ils font partie de l'arc républicain, comme l'a laissé entendre Nicolas Sarkozy dans son interview? Moi, j'ai une opposition profonde avec le Rassemblement national. J'ai une opposition très profonde sur sa politique pro-russe. J'ai une opposition très profonde sur sa politique anti-européenne. J'ai une opposition très profonde sur son programme économique. J'ai une opposition très profonde sur sa politique ultra-identitaire. Donc oui, j'ai des désaccords très profonds et ils ne disparaissent pas à la lumière de telle ou telle élection. Mais plus intéressant que ce que vous avez mentionné, c'est-à-dire les dernières élections législatives et les élections présidentielles. Le problème du Rassemblement national est toujours le même. Ils arrivent en tête au premier tour parce qu'il y a effectivement 30% de Français qui votent pour le Rassemblement national. On le voit aux présidentielles, aux européennes, aux législatives. Mais il y a ensuite toujours une majorité de Français qui ne veut en aucun cas du Rassemblement national. Et c'est ce qui explique leurs échecs. Il y a eu des alliances et le fameux Front républicain. C'est un peu en train de se réduire. Oui. Enfin, Marine Le Pen en 2017 ne fait pas le même score qu'en 2022. Est-ce qu'en 2027, c'est pas justement le plafond de verre, il recule toujours? C'est ce que dit Gilles en réalité. Moi, je ne suis pas Nostradamus, donc je ne sais pas ce qui se passera lors des prochaines élections. Mais je remarque quand même que lors des dernières élections présidentielles, l'écart était encore important parce que les Français avaient été en l'occurrence très bouleversés par la guerre en Ukraine et se rappelaient d'ailleurs de Marine Le Pen qui nous expliquait qu'il fallait se rapprocher de la Russie et qu'il n'y avait aucun danger à en attendre. Merci David Amiel d'avoir été avec nous, député Ensemble pour la République de Paris. Et c'est dans ce contexte qu'aura lieu le mouvement Bloquons tout. Ce sera le 10 septembre. On en débat dans quelques instants avec Jules Torres et Gilles Boutin.